Tu ne penses peut-être pas souvent à la gravité, mais elle a une influence sur tout ce que nous faisons. C'est elle qui fait que les objets tombent au lieu de s'envoler. Elle nous maintient sur Terre. Nous ne finissons pas dans l'espace à chaque fois que nous sautons. Mais pour les physiciens, ça ne s'arrête pas là. Elle est pour eux une énigme dont la résolution nous aidera à comprendre le fonctionnement de l'univers. Ils cherchent donc à percer ses secrets. Qu'a-t-elle de si mystérieux? Nous allons voir ça. Nous en avons beaucoup appris sur la gravité grâce au légendaire Isaac Newton. C'est lui qui a théorisé le premier la loi de la gravitation. Il nous a appris que deux objets dans l'univers ne peuvent pas ne pas être attirés l'un par l'autre. Un peu comme s'il s'agissait d'amoureux secrets. L'intensité de cette attraction dépend de deux facteurs. La taille des objets, c'est-à-dire leur masse, et leur proximité. Mais voilà ce qui est intéressant. La gravité n'est pas seulement une danse entre deux objets. C'est toute une chorégraphie complexe. Prenons l'exemple du système solaire. Le Soleil joue le rôle principal. Son attraction gravitationnelle maintient toutes les planètes sur leurs orbites. Mais chaque planète a aussi sa propre gravité, et elle tire sur le Soleil et même sur ses voisines. Quelques centaines d'années plus tard, un autre héros, Albert Einstein, a beaucoup fait avancer les choses. Il a décrit la théorie de la relativité générale. Selon Einstein, la gravité n'est pas une simple force. En réalité, elle courbe et déforme le tissu de l'espace-temps. Imagine un monsieur muscle assis sur une plaque de caoutchouc. La plaque se plie et se courbe sous son poids. Les petits objets qui se trouvent à proximité ne peuvent pas s'empêcher de rouler vers le bodybuilder. Même si les courbes de l'espace-temps ne sont pas visibles pour nous, nous pouvons constater l'effet qu'elles ont sur les objets. Être attiré par la gravité, c'est comme être pris dans un tourbillon. L'objet attiré se met à descendre en spirale, comme une pièce de monnaie dans ces machines à sous que l'on trouve dans les boutiques pour touristes. Il peut aussi se déplacer gracieusement, en cercle, comme une bicyclette dans un vélodrome. Et la gravité est la force primordiale de notre univers. Sans elle, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de galaxies, rien. Mais d'où vient-elle? C'est la grande question, et nous n'avons pas encore de réponse complète, mais nous avons quelques idées. Tout d'abord, nous savons que la gravité est plus qu'une simple caractéristique de l'espace. C'est une force qui rassemble les choses. Étonnamment, c'est la force la plus faible de toutes. Mais jetons un regard différent sur tout ça. Tu risques d'être surpris. Au lieu d'une force qui pousse ou attire directement les objets, il s'agirait d'une danse. Et aussi étonnant que cela puisse être, la gravité n'est pas seule dans cette danse. Elle partage la vedette avec d'autres forces, comme l'électromagnétisme par exemple. Imaginons deux électrons. Ce sont nos danseurs. Ils ne se guident pas l'un l'autre directement comme tu le fais quand tu danses, toi. Au lieu de cela, l'un des électrons crée un champ autour de lui, un champ de force invisible. Ce champ prépare le terrain pour le spectacle. L'autre électron détecte ce champ et commence à tourner et à interagir avec lui. C'est comme s'ils suivaient tous deux une chorégraphie. Lorsque nous observons cette danse, nous avons l'impression que le deuxième électron est poussé ou tiré par le premier. En réalité, il s'agit de mouvements complexes et d'interactions entre les danseurs et le champ qui les réunit. Les danseurs ne se touchent jamais, mais leurs interactions à l'intérieur du champ donnent l'impression qu'ils sont liés. C'est un beau spectacle. Ce champ et les mouvements qui s'y déploient créent l'illusion que nous sommes en présence de force. C'est ce que nous appelons la gravité. Et même s'il ne s'agit pas d'une force au sens habituel du terme, elle se comporte comme telle. Nous la qualifions de force émergente, car elle provient de l'interaction entre l'espace et les objets. Certains scientifiques évitent par conséquent le terme de force gravitationnelle et lui préfèrent celui d'interaction. Il s'agit simplement d'une façon qu'ont les particules de se mélanger et d'échanger de l'énergie et des informations. Interaction électromagnétique, interaction gravitationnelle, tout cela participe d'une même chose. C'est du moins l'une des théories. D'autres scientifiques pensent que la gravité serait constituée de minuscules particules appelées gravitons. Ces particules agissent secrètement et font s'attirer les objets entre eux. Cependant, nous n'avons pas encore été en mesure de voir directement ces insaisissables gravitons. Mais selon cette théorie, la gravité serait à la fois une force et une particule. Comme tu peux le constater, nous avons du mal à expliquer le fonctionnement de la gravité à grande échelle. Mais nous avons au moins une bonne compréhension de son fonctionnement dans certaines situations. L'orbite des planètes autour du Soleil, la chute des objets, et ainsi de suite. Mais que se passe-t-il lorsque nous passons à l'échelle atomique? Et si nous nous aventurons dans les profondeurs des trous noirs et du Big Bang?
C'est ici que tout commence à dérailler pour nous. D'abord, voyons un peu ceux qui se trament en mécanique quantique. Il se passe quelque chose de particulier dans ce monde minuscule. La gravité, la force qui rassemble les choses, semble s'effacer. À l'échelle microscopique, d'autres forces, comme l'électromagnétisme, prennent le devant de la scène et semblent éclipser la gravité. Les scientifiques s'interrogent sur la possibilité d'un tel phénomène. Pourquoi la gravité disparaît-elle soudainement ? Nous n'en avons encore aucune idée. Et lorsqu'il s'agit des échelles les plus grandes, avec d'immenses objets comme les trous noirs, la question atteint un tout autre niveau de complexité. Par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, les lois de la physique et de la gravité telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Même chose lorsque nous essayons de comprendre ce qu'il en était de la gravité immédiatement après le Big Bang. D'où vient-elle ? Nous n'en savons rien. Nous nous trouvons dans un brouillard cosmique absolu. Mais rassure-toi, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour en savoir toujours plus sur cette énigmatique force émergente. Ils réalisent toutes sortes d'expériences et utilisent des technologies de pointe pour en déchiffrer le code. Même s'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre, nous progressons chaque jour. Par exemple, c'est ce qu'est une lentille gravitationnelle, c'est comme un beau tour de magie. Imagine un rayon de lumière intrépide empruntant une trajectoire rectiligne à travers l'univers. Mais lorsqu'elle croise l'attraction gravitationnelle d'un objet massif, cette trajectoire se transforme en de véritables montagnes russes. La gravité de l'objet massif plie le tissu de l'espace-temps, créant un effet de miroir déformant. Notre courageux rayon lumineux se voit courbé et tordu autour de l'objet massif, suivant une trajectoire nouvelle et inattendue. Mais en changeant de trajectoire, la lumière nous révèle aussi des merveilles lointaines et cachées qui nous seraient autrement restées invisibles. La lumière peut grossir, déformer ou multiplier l'image des objets lointains. Ainsi, tout ce qui jouait à cache-cache avec nous devient soudain visible, comme les trous noirs. Il existe également quelque chose d'incroyable, les ondes gravitationnelles. Einstein avait prédit leur existence il y a des décennies, mais ce n'est que récemment que nous avons eu confirmation. Pour les scientifiques, il s'agit là d'une avancée considérable. Ces ondes sont comme les échos d'événements cosmiques cataclysmiques, tels que la collision de trous noirs massifs ou la naissance des étoiles. Comme un caillou qui tombe dans l'eau lisse d'un étang, ces grands événements provoquent un effet d'ondulation. Mais ce n'est pas l'eau, ici, qui ondule et se déforme, c'est l'espace-temps lui-même. Les scientifiques ont récemment mis au point un moyen d'écouter ces ondes gravitationnelles. Ils ont créé des instruments capables de les détecter. Ces instruments, appelés interféromètres, sont comme des oreilles très fines qui écouteraient les vibrations subtiles de l'univers. Une chose est sûre, la gravité est une superstar et elle façonne notre cosmos. Elle lie ensemble... Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas ? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant 1 seconde. Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant 1 seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre. Si ce n'est pas le cas, tu te mettras soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, 1 seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu léviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, car sans gravité, ton sang ne pourrait plus circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'1 seconde, tout est couvert, ton lit, tes armoires, etc. viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille. Eh oui. Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Il y a donc une chance que si la gravité disparaît, l'espace d'1 seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre,
Et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades. Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glaciaire commencerait. Sympa, hein? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché, et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif. Ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche serait tout simplement incinérée. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. À première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse. Un peu comme moi, mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs, il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout. Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'une seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite. Bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent, et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Oort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond, nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour une seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse. La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Imagine que ChatGPT commence à se considérer comme une personne propre et qu'il ressente des émotions d'ici quelques années. De nombreuses personnes craignent qu'il ne veuille prendre le contrôle de la planète,
Cependant, ce ne sera pas aussi crucial que la question que les gens commenceront à se poser à ce moment-là. Si l'humanité a créé une machine dotée d'une conscience de soi, se pourrait-il que l'humanité ait également été créée artificiellement ? L'intelligence artificielle vit sur Internet, dans les ordinateurs et dans la réalité numérique. Mais que se passerait-il si nous vivions nous aussi à l'intérieur d'un immense et puissant ordinateur ? Et si notre univers n'était qu'une simulation ? Le plus extraordinaire, c'est que certains faits semblent l'indiquer. Il existe toute une science dans le monde qui étudie cette théorie. Il s'agit de la physique de l'information, et elle part du principe que le temps, l'espace et la matière ne sont pas des phénomènes naturels fondamentaux, mais des éléments d'information. Ces informations forment une projection qui crée les lois de la physique pour nous. Par exemple, nous ressentons le froid et le chaud, non pas parce que les atomes se refroidissent ou se réchauffent, mais parce que leur mouvement s'accélère ou se ralentit. La vitesse des particules peut être assimilée à des bits d'information. Des milliards d'entre eux pourraient former l'image de la réalité. Un jour, le philosophe Nick Bostrom a déclaré qu'une civilisation avancée pourrait créer des technologies si complexes que les simulations de ces technologies seraient indiscernables de notre réalité. Et le patron de Tesla a déclaré en 2016 qu'il n'excluait pas que nous vivions dans une simulation. Les lois de la physique s'apparentent à un gigantesque code que les programmeurs écrivent lorsqu'ils créent des applications ou des jeux. Pour beaucoup d'entre nous, toutes ces équations trigonométriques complexes et les formules des lois de la physique sont bien trop complexes. Dis-nous ce que tu en penses. Mais les scientifiques qui comprennent cette question voient que le principe à l'œuvre dans ces lois est magnifique. Et cela peut suggérer que quelqu'un ait délibérément créé tout cela. Les mondes virtuels, les applications ou les jeux reposent sur le traitement de l'information. Si tu te plonges dans ces informations, tu verras qu'elles sont constituées de bits et de pixels. Toute image sur l'écran de ton téléphone en est constituée. Et tout processus de transfert de fichiers est basé sur des bits. Ceux-ci s'additionnent pour former des octets, des kilooctets, des mégaoctets, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une image plus grande se forme. Et si notre vie est une simulation, elle doit aussi se composer de bits. Dans notre CAS, les pixels et les bits sont les atomes et les autres particules qui constituent notre univers. Il existe à l'intérieur de ton ordinateur et de ton téléphone des processus dont la vitesse et la puissance de calcul sont limitées. Si tu tentes de les dépasser, ton appareil commencera à fonctionner plus lentement. Ainsi, dans notre réalité, il existe également une limite de vitesse maximale. Il s'agit de la vitesse de la lumière. Lorsqu'un objet commence à se déplacer presque aussi vite que la vitesse de la lumière, le temps ralentit également pour cet objet. De même, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un trou noir. Cet objet doté d'une masse gravitationnelle inimaginable pourrait bien être un corps si lourd qu'il surcharge la puissance de calcul du processeur. Il existe également une notion d'intrication quantique, dans laquelle deux particules peuvent être liées même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. Les électrons se déplacent autour d'un atome. Ils sont reliés entre eux, et si les propriétés de l'un d'entre eux sont altérées, le second réagira en conséquence. Et même si tu places ces électrons de part et d'autre d'une galaxie, ils conserveront cette connexion. Comment cela est-il possible ? Les scientifiques se posent la même question. L'expérience de la double fente est l'une des expériences les plus célèbres à suggérer que notre monde puisse être une simulation. L'essence de cette expérience peut être réduite à une simple thèse selon laquelle le monde n'existerait que lorsque nous le regardons ou interagissons avec lui par le toucher, l'ouïe et nos autres sens. Imagine que tu aies lancé un nouveau jeu sur un vieil ordinateur. Parfois, l'image du jeu se fige. Dans le jeu, tu te tournes vers la gauche et tu vois que les montagnes et la route sont toujours en train de charger. Puis, tu te tournes de l'autre côté et la même chose se produit. En d'autres termes, le monde du jeu ne charge que lorsque tu le regardes à travers les yeux de ton personnage. C'est nécessaire pour faciliter le travail du processeur. Il est beaucoup plus efficace d'obtenir un élément d'information sur le monde lorsque tu le regardes que de faire tourner le monde entier simultanément. Souviens-toi de cela. Et maintenant, passons à l'expérience. Tu disposes donc d'un appareil qui envoie de petites boules de lumière, des photons. Tu lances des photons à partir de l'appareil et ils s'écrasent sur un tableau noir, laissant des traces blanches sur la surface. Maintenant, place une large plaque avec une petite fente verticale entre l'appareil et le tableau noir et bombarde-les à nouveau de photons. Les boules commencent à s'écraser sur la plaque, mais certaines d'entre elles passent à travers la fine fente. Elles s'écrasent sur le tableau noir et y laissent une marque blanche verticale. Tout semble logique. Mais maintenant, pratique une autre fente de la même longueur et de la même épaisseur dans la plaque.
Tu libères à nouveau des photons vers la plaque. Certains d'entre eux passent à travers les deux fentes. D'après toi, à quoi devrait ressembler la trace sur le tableau? 2 bandes verticales blanches, n'est-ce pas? Jette donc un coup d'œil à la plaque. Elle est couverte de nombreuses lignes verticales. Lorsque les photons traversent la plaque, ils acquièrent les propriétés d'une onde et s'écrasent sur la planche, laissant une trace étrange, comme s'ils étaient passés non pas par 2, mais par 10 fentes différentes. À quel moment change-t-il de trajectoire? Voyons cela. Tu te places donc entre le tableau et la plaque pour voir comment les particules se transforment en ondes. L'appareil libère des photons. Ils passent à travers les 2 fentes. Rien d'anormal. Il y a 2 traces verticales sur le tableau et aucune onde. Tu fermes les yeux et tu libères à nouveau des photons. Cette fois, ils se comportent de manière chaotique et laissent de nombreuses lignes sur le tableau. C'est-à-dire que leur comportement change en fonction de l'observateur. Lorsque tu les regardes, elles se comportent de manière logique. Mais quand on ne regarde pas, les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer. Cela te rappelle-t-il quelque chose? C'est comme si tu jouais à un jeu et que tu regardais le monde autour de toi qui se charge. Mais si tu ne regardes pas, le monde s'arrête de fonctionner. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi les particules se comportent différemment en l'absence d'observateurs. Et peut-être qu'elles sont timides, et ce n'est pas le seul mystère. Dans le monde de la physique quantique, de nombreuses lois de la nature ne s'appliquent pas. Chaque année, cette science suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si nous imaginons notre univers comme un grand hologramme, alors la physique quantique serait son code de programmation. Et si un jour on comprenait ce code et qu'on apprenait à le modifier, cela nous permettrait de transformer l'espace, le temps et la matière. Toute réalité pourrait être réécrite. Le code dit-il que les objets matériels ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière? Nous le réécririons et rendrions la vitesse limite 100 fois plus élevée. 1 heure dure-t-elle 60 minutes? Et si l'on changeait une ligne du code pour qu'une seconde soit aussi longue qu'une année? Quelques modifications logicielles des lois de la physique permettraient de transformer la neige en or et l'océan en sucre-glace. L'univers entier se transformerait en un vaste terrain de jeu. Cela semble cool à première vue, mais les gens perdraient probablement rapidement le contrôle. L'univers serait en proie au chaos. Or, la beauté de notre monde réside dans l'harmonie qui y règne. Revenons à l'intelligence artificielle. Supposons que sa puissance atteigne le niveau du cerveau humain et qu'elle prenne conscience d'elle-même. Dans ce cas, ce ne sera pas un choc pour elle, car elle connaîtra très probablement l'histoire de son apparition par étapes successives. Mais comment réagirons-nous si nous découvrons que nous sommes un programme informatique? Programme informatique est un terme bien trop simple. Un être humain est un organisme multifonctionnel, complexe et intelligent qui éprouve des émotions, contemple la beauté, est capable de pensées abstraites, et bien plus encore. Le terme de création est plus approprié ici. Peu importe que nous ayons été créés artificiellement, car notre création sera toujours belle et complexe. D'ailleurs, n'oublions pas que de bons jeux vidéo ou de bonnes applis ne peuvent être réalisés que si les développeurs aiment leur création. L'espace vide n'est pas vraiment vide. C'est du moins ce que dit la théorie quantique des champs. Il est en fait rempli de minuscules vibrations qui peuvent se transformer en particules virtuelles si elles ont suffisamment d'énergie. Ces particules virtuelles peuvent produire des paquets de lumière de faible énergie appelés photons. Il existe un élément commun à tous les trous noirs. Il s'agit de l'horizon des événements. C'est un point de non-retour. Cela signifie qu'une fois que quelque chose franchit ce point, il ne peut plus s'en éloigner, pas même la lumière. L'horizon des événements est entouré d'une force gravitationnelle extrêmement puissante. Les trous noirs survivent en engloutissant le gaz et les étoiles qui les entourent. Dans la plupart des cas, un trou noir est entouré d'un disque de matière tourbillonnant, appelé disque d'accrétion. Ce disque brille de 1000 feux, car tous les éléments qui s'approchent trop près de l'horizon des événements sont chauffés et déchiquetés avant que le trou noir ne les engloutisse totalement. Au fur et à mesure que la matière se rapproche, elle commence à voyager et à se déplacer de plus en plus vite en contournant le trou noir. Cela fait briller le disque d'accrétion et, en même temps, dessine l'ombre du trou noir, qui est en fait l'horizon des événements dont nous parlons. Les trous noirs pourraient même vouloir se cacher, mais ils le font terriblement mal. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité plie et déforme l'espace et le temps. Cela signifie que plus on se rapproche de cette attraction gravitationnelle extrêmement puissante autour du trou noir, plus l'espace et le temps qui l'entourent sont déformés. Et dans cet espace tordu, il y a de minuscules particules et champs.
En raison de l'extrême torsion de la gravité, ces particules et ces champs commencent à se comporter de manière inhabituelle, par exemple en créant des photons qui sortent de nulle part. C'est de cela que parlait Stephen Hawking il y a près de 50 ans, 1974. Et ce n'est pas tout. Il a également suggéré que si ces particules trouvent un moyen de s'échapper d'un trou noir, elles lui volent une partie de son énergie. Et à cause de ces voleurs, le trou noir perd son énergie au fil du temps jusqu'à ce que, à un moment donné, il disparaisse complètement. Il a suggéré que les trous noirs libèrent de l'énergie sous forme d'énergie thermique ou de chaleur, appelée rayonnement de Hawking. Ce rayonnement ne contient aucune information. Cela signifie que lorsqu'un trou noir s'évapore, il détruit toutes les informations qu'il possédait sur l'étoile qu'il a créée. Nous n'avons donc aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Et c'est un peu déroutant parce que les lois de la mécanique quantique disent comment que l'information ne peut pas être détruite. Ce conflit est appelé paradoxe de l'information de Hawking. Selon Hawking, toutes ces informations ne sont pas vraiment perdues, mais stockées dans un nuage de particules d'énergie nulle qui entourent le trou noir. C'est ce qu'il appelle le soft hair. Cette nouvelle étude apporte une solution possible à ce paradoxe. Peut-être le rayonnement de Hawking est-il non thermique. Au lieu de dégager de la chaleur, il est possible que le trou noir envoie un message sous forme de rayonnement. Ce message contient des informations importantes sur le passé du trou noir, les étoiles qui l'ont formé, et d'autres détails que nous pensions perdus à jamais. Il s'agit en quelque sorte d'un code secret qui nous renseigne sur l'histoire du trou noir. Mais revenons à la théorie de Hawking, selon laquelle un trou noir peut finir par disparaître. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas les seuls à produire un rayonnement de Hawking. Tout objet ayant une masse suffisante peut le faire. Les chercheurs ont également étudié un processus appelé effet Schwinger. C'est lorsqu'un champ électromagnétique crée de fortes distorsions pour former de la matière. Ils ont appliqué cette idée à la théorie de Hawking sur le rayonnement des trous noirs. Ils ont découvert que le rayonnement prédit par Hawking peut en fait être créé dans des endroits présentant différents niveaux de gravité et pas seulement autour des trous noirs. Voici comment cela se passe. La présence d'objets massifs, comme des étoiles ou des planètes, crée l'effet d'une courbe sur l'espace et le temps. Cette courbure est due à leur forte gravité. Même si l'on est loin d'un trou noir, il y a toujours un objet massif quelque part qui crée la courbure de l'espace, ce qui peut nous donner l'impression d'être dans cet espace tordu. Cela peut créer des radiations, similaires à celles qui se produisent à proximité des trous noirs. Ainsi, les trous noirs ne sont pas les seuls à pouvoir s'évaporer lentement. D'autres objets massifs de l'univers peuvent également perdre leur énergie de la même manière. Si cette hypothèse est vraie, l'énergie de tout ce qui se trouve dans l'univers sera lentement évacuée sous forme de particules de lumière. Cela signifie que tout et chacun, y compris les étoiles, les planètes, les trous noirs et nous-mêmes, partageons le même destin et que nous finirons par disparaître. Cela semble effrayant à première vue, mais même si cette théorie est vraie, elle n'est pas près de se réaliser. Il faudrait bien plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour qu'un trou noir supermassif disparaisse complètement. Ainsi, d'après la façon dont nous mesurons le temps, les trous noirs sont pratiquement éternels. Et les étoiles pourraient durer encore plus longtemps, car de nombreux trous noirs se sont formés après l'effondrement d'une étoile géante par elle-même. D'autres appartiennent à un groupe appelé « trous noirs primordiaux ». Hawking, qui est devenu célèbre en parlant des trous noirs, a également mentionné ces derniers. Selon la théorie, ils se sont probablement formés spontanément dans l'univers primitif, peu de temps après le Big Bang. Hawking a réalisé que les trous noirs primordiaux pouvaient avoir différentes tailles, allant de très légers à très lourds. Les trous noirs très petits auraient déjà disparu à cause du rayonnement de Hawking. Il existe une idée très intéressante selon laquelle ces trous noirs primordiaux pourraient être de la matière noire. Il s'agit d'une substance mystérieuse qui, selon les scientifiques, existe dans l'univers. Elle n'émet pas de lumière et ne la reflète pas, de sorte que nous ne pouvons pas la voir directement. Les scientifiques pensent que la matière noire pourrait expliquer pourquoi les étoiles dans les galaxies se déplacent de manière étrange. Mais nous ne disposons pas encore des outils nécessaires pour confirmer que ces trous noirs existent réellement, ou s'ils sont constitués ou non de matière noire. Hawking a également exploré l'idée que notre univers n'est qu'un univers parmi tant d'autres. Ce concept est appelé multivers.
Certains scientifiques pensent qu'il se pourrait que toutes les situations que l'on peut imaginer dans sa vie se produisent de quelque part dans un autre univers. Hawking n'était pas d'accord avec cela, et dans son dernier article, il a proposé un nouveau cadre mathématique qui rendait le multivers fini au lieu d'infini. Cela signifie qu'il y aurait un nombre limité d'univers plutôt qu'un nombre infini. Encore une chose qu'il est difficile de tester et de prouver, mais au moins, il nous a laissé une matière à réflexion. Que l'on y croit ou non, le voyage dans le temps n'est pas si impossible selon les lois de la physique. Les scientifiques disposent d'équations qui suggèrent que nous pourrions avoir ce que l'on appelle des courbes temporelles fermées, qui pourraient nous permettre de remonter le temps. Imagine que tu puisses revenir aux moments les plus embarrassants de ta vie. En sachant ce qui se passerait, tu pourrais les éviter. Mais c'est là que le bas blesse. Remonter dans le temps pourrait poser de gros problèmes. Cela pourrait créer des situations où les choses se passeraient d'une manière qui n'a pas de sens. Imagine que tu marches dans la rue et que tu rencontres ton plus jeune ou ton plus vieux toi-même, ou que tu changes accidentellement des choses qui se sont déjà produites. Hawking a également parlé de ce volet, et ce sont tous ces éléments qui l'ont amené à s'interroger sur le voyage dans le temps. Il a émis une hypothèse appelée « conjecture de protection de la chronologie ». Il a suggéré qu'il pourrait y avoir une règle de la nature qui empêche le voyage dans le temps de se produire, parce qu'une telle chose pourrait créer de nombreuses situations étranges et confuses, où nous reviendrions simplement en arrière, réparant nos mauvaises décisions, plutôt que de vivre dans le présent. Tant que nous n'aurons pas découvert qu'il est possible de voyager dans le temps sans provoquer de telles perturbations, je suppose qu'il ne nous reste que les leçons de vie et l'apprentissage de nos erreurs. Dans les dernières années de sa vie, Hawking a parlé de l'avenir de l'humanité, et nous ne savons toujours pas s'il était totalement sérieux. Il a évoqué une particule spéciale, le boson de Higgs, qui pourrait provoquer une grosse bulle susceptible d'engloutir et même de détruire l'univers. Il a également évoqué la possibilité que des êtres d'autres planètes viennent sur Terre pour nous conquérir, ou que des robots deviennent suffisamment intelligents pour s'emparer du monde. Certaines de ces idées se sont avérées exactes, et l'avenir nous dira s'il en sera de même pour les autres. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître.
L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch.
Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Se pourrait-il que l'univers entier ne soit rien de plus qu'un simple atome? Lorsque vous regardez un schéma d'un atome, qui est un élément de base de toute matière, vous pouvez voir que certains motifs de l'univers se répètent. Notre système solaire en est un excellent exemple. Il y a une étoile centrale géante et quelques petites planètes qui gravitent autour d'elle. Vous observez la même disposition à l'extérieur de notre galaxie également, avec des exoplanètes en orbite autour de leurs étoiles. Et vous pouvez également témoigner de ce principe à une plus petite échelle. C'est la façon dont des particules appelées protons et neutrons se déplacent autour du centre d'un atome, que l'on appelle le noyau. Alors, imaginez que vous avez une pile d'aimants positifs que vous essayez d'empiler ensemble. Ils continuent à se repousser, n'est-ce pas? C'est ce qui est supposé se passer avec les protons dans un atome. Ils sont tous chargés positivement, donc ils devraient se repousser mutuellement et s'éparpiller dans toutes les directions. Mais les atomes existent, donc il doit y avoir quelque chose qui les maintient ensemble. Et cette chose est appelée l'interaction forte ou la force forte. Le noyau représente moins de 0,01% du volume de l'ensemble de l'atome, mais il représente généralement plus de 99,9% de la masse de l'atome. Encore une fois, similaire à notre Soleil. De toute façon, cette interaction forte est comme un type spécial de colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau d'un atome. De manière similaire, la gravité nous empêche de nous envoler du sol vers l'obscurité de l'espace. Maintenant, cette colle provient de très petites particules à l'intérieur des protons et des neutrons appelés quarks. Ces petits gars ont une sorte de charge étrange appelée couleur. Ce n'est pas comme les couleurs que nous voyons autour de nous. Cela fonctionne comme un code qui aide les quarks à rester ensemble à l'intérieur de leurs particules hôtes. Et ce code s'infiltre également et aide à maintenir les protons et les neutrons ensemble dans le noyau. D'une certaine manière, les quarks sont comme de petits bâtisseurs qui travaillent ensemble pour construire des atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Le Big Bang a été dit être un moment magnifique lorsque nous avons obtenu le temps et l'espace. C'est l'histoire que nous utilisons pour expliquer l'évolution de l'univers. Au début, il n'y avait qu'une très petite boule de matière de la taille d'une pêche, mais avec une température de plus d'un quadrillion de degrés. Aïe, c'est chaud. Et ce bang, dans le nom, ne signifie pas qu'il y a réellement eu une explosion dans l'espace. Cette pêche a commencé à se répandre, et l'espace apparaissait partout. Cela a donné naissance aux atomes, aux molécules, aux étoiles, et à de nombreux corps célestes qui ont rempli l'espace vide de notre cosmos. Essentiellement, tous les éléments qui nous constituent se sont formés en quelques minutes au premier stade de l'univers. Disons à peu près 1/100 de milliardième de trillionième de seconde. Oh, attendez. Donnez-moi une seconde pour traiter cela 3 ans plus tard. Très bien, poursuivons. La croissance à cette époque était incroyable. L'univers s'est répandu de manière exponentielle et a réussi à doubler de taille au moins 90 fois. Comme moi pendant les vacances. Haha, j'adore le chocolat. Après le Big Bang, l'univers était une soupe chaude et dense de particules. Trop chaude pour que les atomes existent. Mais 380 000 ans plus tard, il s'est suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se mélanger au noyau et former des atomes. C'est un processus que nous appelons recombinaison, et c'est ce qui a rendu l'univers transparent. Pensez-y comme si vous allumiez un interrupteur. Soudainement, vous pouvez tout voir. Mais ce n'est pas parce que l'univers est devenu transparent qu'il était lumineux. C'était une période sombre, car il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies, comme une grande toile vide attendant que quelque chose y soit peint. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors que l'univers continuait d'évoluer, que les étoiles et d'autres objets lumineux ont commencé à se former et à éclairer l'obscurité. Et il a continué d'évoluer, se remplissant de planètes, d'astéroïdes, de galaxies et d'autres choses. D'accord, donc c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques décennies. Et je dois admettre qu'elle est plutôt bonne. Les scientifiques l'ont étudiée en détail. Ils ont observé le rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers jeune. Ils ont mesuré la présence des éléments les plus légers pour se rendre compte qu'ils correspondent tous à l'histoire du Big Bang. Les nouvelles théories ne disent pas que le Big Bang n'a pas eu lieu.
C'est une bonne représentation du cosmos à ses débuts. Mais c'est comme un puzzle inachevé avec des pièces importantes manquantes. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé avant le Big Bang en utilisant notre physique actuelle. Nous avons donc besoin de nouvelles mathématiques pour expliquer les parties délicates, comme la soi-disant singularité. C'est le point de densité infini, vous vous souvenez, depuis le début du Big Bang. Et c'est là que la théorie des cordes entre en jeu, comme une boîte à outils surpuissante capable de gérer la gravité et toutes les autres forces combinées. Maintenant, l'une des idées que la théorie des cordes nous a apportées est l'univers ekpyrotique. Imaginez un grand feu qui en déclenche un autre, et ce feu en déclenche un autre, et ainsi de suite. Eh bien, dans ce scénario, le Big Bang n'était pas le commencement de tout, c'était juste une partie d'un processus plus vaste. C'est l'idée de l'univers cyclique, des montagnes russes interminables, avec des Big Bang comme début et des Big Crunch comme fin, se produisant encore et encore, potentiellement pour toujours. C'est comme si l'univers appuyait constamment sur le bouton de réinitialisation, et le fait d'une manière vraiment amusante. Nous pourrions considérer cette singularité, selon certaines théories, comme une seule particule dans un système beaucoup plus grand, tout comme un atome est composé de particules subatomiques. Et en prenant tout cela en compte, l'idée dit que chaque noyau d'un atome pourrait contenir un univers en lui. Ainsi, notre univers tout entier n'est qu'une infime partie d'un atome dans un univers beaucoup plus grand fait d'atomes avec plus de cosmos, avec plus d'atomes, avec plus de cosmos. Tellement déroutant. Les premières versions de l'idée de l'univers cyclique avaient encore un gros problème. Elles ne correspondaient pas à nos observations du fond diffus cosmologique, une lumière fossile qui montre à quoi ressemblait l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Ainsi, en mars 2020, deux physiciens canadiens, Robert Brandenberger, Ziwei Wang, ont publié une étude qui révélait les mathématiques derrière l'univers cyclique que nous avions manqué auparavant. Si nous nous concentrons sur le moment où l'univers se rétrécit en un point incroyablement petit, puis rebondit à un état de Big Bang, nous pourrions finalement être en mesure de faire correspondre nos observations. Il nous suffit d'attendre encore de nouvelles expériences pour tester pleinement cette idée. L'époque grand unifiée. C'est ainsi que nous appelons l'époque où l'univers était encore jeune. À cette époque, la matière et l'antimatière, qui sont comme des images miroirs l'une de l'autre, existaient en quantité approximativement égale. Mais puisqu'elles sont des forces opposées, lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, elles se détruisent dans une puissante explosion, comme des feux d'artifice. Cela signifie que même si la matière et l'antimatière étaient constamment créées et détruites, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours un peu plus de matière que d'antimatière, ce qui est une bonne chose, car sinon, nous ne resterions avec rien. Avec le temps, les particules ont commencé à s'assembler et à former des choses plus complexes comme des atomes et des molécules. Et finalement, des étoiles se sont formées et ont créé des éléments encore plus lourds. Mais un jour, dans très très longtemps, toutes ces étoiles s'éteindront. Quand la dernière étoile refroidira lentement et s'éteindra, l'univers se transformera en un vide sombre, sans vie, lumière, ou quoi que ce soit que nous connaissons ou supposons exister. À un moment donné, des trous noirs voraces dévoreront toute la matière dans l'espace. Finalement, même ces trous noirs s'évaporeront en la plus infime quantité de lumière. Notre cosmos continuera de s'étendre. La lumière se dispersera et sera incapable d'interagir avec quoi que ce soit. Ainsi, toute activité dans l'univers s'arrêtera. L'espace deviendra un immense vide, sans étoiles, planètes, ni quoi que ce soit d'autre, et s'arrêtera là. Ou commencera juste, et peut-être que c'est là que nous nous retrouverons. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile trou noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui,
Tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ces titans célestes ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies.
elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique.